Bien, donc le GIEC qui a été présenté rapidement produit beaucoup de littérature et donc survolé, ça sera vraiment un survol des 4 derniers rapports du GIEC. Alors, voilà, il s'agit du 5e rapport d'évaluation qui est sorti en 2014 et 2015 et qui a notamment permis de préparer l'accord de Paris. Un rapport spécial, 3 rapports spéciaux après, celui sur le réchauffement à 1,5 degré qui avait été demandé par la Convention des parties en 2015, à la préparation de l'accord de Paris. Le changement climatique et les terres émergées, et en complément, l'océan et la cryosphère, c'est-à-dire les glaces et la partie océanique. Alors, un rappel, ça a été dit et redit, mais si vous vous souvenez, d'abord en 1988, d'abord tout le monde n'était pas là, mais même ceux qui étaient là, ils ne se sont pas aperçus qu'on avait créé le GIEC, parce que c'est vraiment une affaire de spécialistes en 1988. En 1992, signature de la Convention climat ONU, quasiment, à part encore une fois les spécialistes, n'ont imaginé la portée de cette convention et l'ampleur de ce qu'elle donnerait aujourd'hui. Et au début de ce siècle et millénaire, eh bien, on disait encore le réchauffement climatique, c'est embêtant peut-être pour nos enfants. Bon, bah c'est fini. C'est plus réservé à nos enfants, ni même à ceux qu'on avait à cette époque-là. C'est pour nous le réchauffement climatique. Donc là, ce sont des photos extraits d'Internet et en fait de presse. Donc c'est le typhon fantôme et c'était une page de presse de décembre 99. Deuxième... Ah, ça passe pas. Hop. Si, ça y est. Et pour dire, il n'y a pas que les Philippines qui avaient droit à cela. En Corse ou dans le sud de la France, on y avait droit aussi. Également, décembre 1999. Je vais vite là, parce qu'après, tout à l'heure, ce sera un petit peu plus long. Toujours dans les époques récentes, et là, en l'occurrence, c'était janvier 99, photo pour montrer que les 2 pôles, et en particulier l'Antarctique, où il y a énormément de glace, fondent à une vitesse rapide. On a ça chez nous sur la longue période, puisque vous avez une représentation dessin, enfin peinture de la mer de glace il y a un siècle. Et aujourd'hui, moi, je me suis beaucoup baladé dans cette région-là il y a encore 50 ans. Je voyais la mer de glace arriver là. Donc ça se voit, quoi. C'est du rapide. Voilà pour les coraux. Et là encore, c'est une préoccupation récente qui date de 2019. Risque de mort des coraux annoncé pour dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, selon la localisation de ces coraux. Et donc avec des critères qui sont donnés à droite. Ça, c'était le 4 janvier de cette année. C'est le repérage depuis les satellites des feux de forêt en Australie, avec toute la ceinture de feu. Hop là, je n'ai pas appuyé sur le bon. Hop. Voilà. Tous les grands incendies que vous avez vus à la télévision, c'est ceux-là. Et même quand ça ne brûle pas, eh bien, ça peut dépérir. Et en 2019 encore, un guide est donné pour essayer d'aider les collectivités locales à choisir des essences d'arbres qui résistent aux évolutions climatiques et notamment à des périodes de sécheresse plus longues et plus drastiques. Voilà, alors tout ça pour dire que chaque événement ne peut pas être attribué. Chacun des événements qu'on a vus ne peut pas être attribué en soi au réchauffement climatique. En revanche, là où les climatologues sont formels, c'est que l'accumulation croissante de ces événements extrêmes est très probablement attribuable à un réchauffement climatique déjà sensible. Voilà pour ce qui était de l'introduction.
Et maintenant, tout de suite, le GIEC, pour préciser, donc ce groupe intergouvernemental d'études sur le climat ou d'experts concernant le climat, créé en 88, eh bien, il a pour rôle d'établir des méta-analyses, pour ceux qui connaissent un petit peu le travail des scientifiques, c'est-à-dire pratiquement des consensus scientifiques. Il y a une gradation dans la crédibilité qu'il est possible d'accorder à des travaux scientifiques. La méta-analyse ou le consensus scientifique, comme l'aiment utiliser notamment les médecins, correspond au niveau le plus admis de la connaissance scientifique. C'est à prendre avec précaution parce que le consensus scientifique, c'est pas comme un supermarché, comme dirait la FIS. On ne peut pas prendre ce qu'on souhaite et puis laisser dans les rayons ce qui ne plairait pas. Donc il faut prendre l'ensemble de ce qui est dit dans le consensus si on veut avoir une vision un peu pertinente de ce qui est établi. À remarquer une chose importante, c'est que le GIEC n'a pas pour mission d'être prescriptif. C'est-à-dire qu'il ne recommande pas des politiques particulières. Et à ce titre, il est important de remarquer que ce n'est pas le GIEC, mais bien la Convention, c'est-à-dire le rassemblement des États réunis autour des questions climatiques, qui, à Copenhague, a retenu l'objectif de ne pas dépasser 2 degrés à la fin du siècle, ou, avec l'accord de Paris, d'essayer même de ne pas dépasser 1,5 degré. C'est eux qui ont fixé l'objectif. En revanche, et comme je vous le disais tout à l'heure, la COP 21 a demandé au GIEC de faire une étude sur les différences qu'il pourrait y avoir entre atteindre 1,5 degré ou atteindre 2 degrés, différence en impact et différence en obligation de réduction des émissions. On y reviendra plus tard. Voilà, donc on va survoler les 4 rapports que je vous ai détaillés tout à l'heure, mais un petit rappel sur le travail du GIEC depuis 1988. Il y a eu un premier rapport, phare, un deuxième, SAR, un troisième, TAR, et puis après on les a numérotés différemment, AR4, AR5, et le prochain est prévu pour 2022, avec les premiers rapports techniques par groupe de travail dès l'année prochaine, en 2021. J'ai retenu et je retiens souvent ce graphique qui est le fruit du troisième rapport. Alors, il faut avoir en tête quand vous lirez, si vous l'avez déjà fait sans doute, les rapports du GIEC, au moins les synthèses, il y a eu un travail considérable de communication et une élaboration de graphiques ou de tableaux qui sont extrêmement fouillés et denses en informations. Donc il faut souvent prendre le temps d'aller le voir. Et dans le troisième rapport, qui est sorti en 2001, il y a ce graphique. Dans la science climatique, il y a des étapes. Moi, j'en vois quelques-unes. Évidemment, je l'évoquais tout à l'heure en aparté, Arrhenius, fin du 19e siècle, qui, ayant pris des résultats précédents, a calculé que si on doublait le taux de CO2 dans l'atmosphère, eh bien, cela pourrait induire un réchauffement climatique de l'ordre de 4 degrés. Ça vous montre la robustesse de la science climatique, parce que finalement, on n'en est pas très loin aujourd'hui, et on dit un peu les mêmes choses, avec beaucoup plus de sophistication, avec des modèles extrêmement complexes qui permettent, on va le voir, d'atteindre une information, une anticipation régionale. Mais on chauffe une casserole, et ben, elle finit par se réchauffer. Et c'est en gros ce qu'avait dit Arrhenius à la fin du 19e siècle. Donc là, cette deuxième étape, c'est de bien faire prendre conscience que... Alors, je vais essayer de ne pas me tromper de bouton, voilà. Voilà, ce graphique, c'est le temps. On est aujourd'hui, voilà, 2100. On était aujourd'hui, c'était en 2001, hein, donc 2100. Et un millénaire plus tard. Eh bien, ce que dit le GIEC avec force dans ce graphique, c'est que on va émettre des gaz à effet de serre pendant peut-être un siècle principalement, mais regardez déjà les conséquences
vont se vivre pendant des siècles et des millénaires. C'est-à-dire que la lenteur de la réponse du système Terre à un réchauffement induit par les gaz à effet de serre est très longue et irréversible quasiment, et irréversible. Donc on aura une stabilisation du CO2 dans l'atmosphère au bout de plusieurs siècles. On a une température qui continue à se réchauffer encore un peu plus longtemps, parce que tant qu'il y a du CO2 dans l'atmosphère, ben ça continue à chauffer. Et on a deux phénomènes qui sont très très lents. C'est celui du gonflement de l'eau qui se réchauffe, et deuxièmement de la fonte des glaces, que ce soit en Arctique, en Antarctique ou sur les montagnes, qui alimente tout cela, la montée des eaux, on le verra dans le 4e rapport qu'on verra aujourd'hui. À retenir. Et puis, il y a une 3e étape qui vient d'être franchie à mon goût, mais je vous le dirai au fur et à mesure. Donc, le 5e rapport d'évaluation, vous pourrez lire tout ça puisque vous aurez à disposition la projection. On ne va pas s'y étendre dans le détail. Comme dans beaucoup de propos, je vais insister surtout sur des éléments importants. Alors, qu'est-ce que dit le 5e rapport d'évaluation? Il dit ce que les précédents rapports ont dit. C'est-à-dire dès le premier et surtout dès le 3e, à savoir tout se réchauffe, l'atmosphère, l'océan, les terres, tout ça se réchauffe, les glaces fondent, le niveau des mers augmente. Bon, voilà, il l'avait déjà dit, mais il le redit parce que c'est important pour ceux qui prendraient le train en route en quelque sorte, ou ceux qui naîtraient après la création du GIEC. Les concentrations de gaz à effet de serre augmentent. Elles n'ont jamais été aussi hautes que depuis qu'on sait mesurer ce qui était dans les années passées. Or, on sait le mesurer grâce aux carottes de glaciaires qu'on peut faire, notamment en Antarctique, et qui révèlent la composition de l'atmosphère jusqu'à 800 000 ans, puisque c'est les plus profondes carottes qu'on ait pu faire aujourd'hui. Donc, depuis 800 000 ans, il n'y a jamais eu autant de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, on le sait aussi. Troisièmement, il faut le répéter, on a vu, il y a encore 20% de gens qui ont un scepticisme, non pas forcément sur le réchauffement, mais sur l'articulation, la causalité de ce réchauffement venant de l'activité humaine. Eh bien, le GIEC, pour sa part, dit toutes les études scientifiques qu'on a pu consulter confirment qu'il y a bien un lien entre cette augmentation du gaz à effet de serre liée aux activités humaines et le réchauffement. Le 5e rapport introduit des scénarios d'émissions en fonction justement de l'évolution de l'activité humaine pour les prochaines années, et ceci pour scénariser l'évolution au cours de notre siècle en particulier. Donc ça s'appelle les RCP, ça représente le forçage radiatif à la fin du siècle. Donc il y en avait 4, et puis il y en a un qui aura été ajouté après la COP21, notamment pour prendre en compte les demandes qui ont été faites à cette occasion. Il est très probable, sauf dans un des scénarios, qu'on aura dépassé 1,5 degré à la fin du siècle. Seul le scénario 2,6 laisse un espoir d'être au-dessous, mais il est relativement modeste, et c'est la raison pour laquelle un 5e scénario à 1,9 watts par mètre carré, puisque c'est le forçage radiatif correspondant, a été ajouté dans les rapports spéciaux suivants. Et point, oh, à chaque fois je me trompe, désolé, 2 fois, oh là là, il y en a tout un paquet qui sont passés d'un coup, voilà. Point important, si j'arrive à pointer, voilà. Si les réserves de combustibles fossiles disponibles, en gros les réserves prouvées, sont consommées, alors on est sur une trajectoire à 4 degrés ou 5 degrés. Ça, c'est un des points importants qui avait été dit dans d'autres études à l'époque, mais que le GIEC n'avait pas encore repris sous cette forme-là. Là, j'ai rajouté un petit complément qui, du coup, s'est décalé et, du coup, devient peu lisible. Alors, si je précise ce qu'il y a là-dessus. Donc là, vous avez l'effet des différents gaz à effet de serre, à commencer par le CO2, bah oui, c'est l'effet le plus important. Le méthane, le 2e en importance. La suite, on ne va pas les détailler. Tout cela conduit
à une augmentation de l'absorption du rayonnement solaire dans l'atmosphère terrestre accrue. Et ce cumul d'absorption du rayonnement solaire au niveau de la Terre correspond à 1% du rayonnement solaire. Quand on regarde, ça paraît peu, et de fait c'est peu heureusement, mais quand on regarde ce que cela représente, c'est l'équivalent de 920 milliards de tonnes d'équivalent pétrole qui sont emmagasinés dans l'atmosphère d'ensuite et puis répartis ensuite dans l'ensemble des compartiments océans notamment. 1% de rayonnement solaire absorbé en plus, c'est 70 fois la totalité de la consommation énergétique de l'humanité de l'année 2017. 70 fois chaque année ce que l'humanité consomme en énergie en 2017. On comprend que ça finit par chauffer tout ça. C'est beaucoup. Alors, c'est là où la climatologie a apporté énormément, c'est que les modèles beaucoup plus sophistiqués qui ont été élaborés que ceux que pouvait évidemment mettre en œuvre Arrhenius tout seul avec ses calculs de coin de table, permettent d'avoir des anticipations à des échelles régionales au sens ONU, c'est-à-dire des grandes régions géographiques. Et voilà les conséquences, et ça c'est le groupe 2 du GIEC qui le dit, les conséquences qu'on peut anticiper pour l'Europe avec, à coup sûr, de la fonte de glace, probablement des inondations, c'est un peu moins sûr. Quand c'est pas en gras, c'est un peu moins sûr. Des conséquences sur la végétation, notamment les forêts. Des feux de forêt. Alors, c'est là où on va pouvoir dire que le GIEC s'est quand même trompé, parce qu'ils ont oublié l'Australie avec les feux de forêt. Des conséquences sur tout ce qui concerne les mers et les pêcheries. Probablement des risques concernant la production alimentaire. Des risques sanitaires. Vous avez le décodage qui se trouve ici. Et ce travail a été fait pour l'Asie, pour les deux Amériques, l'Australie et l'Afrique. Et ça, c'est parce qu'on a maintenant des modèles climatologiques beaucoup plus fins, qui travaillent sur des mailles plus réduites, qui travaillent aussi avec des informations sur la réalité du climat qui sont beaucoup plus systématiques, avec des balises qui prennent les températures partout, sur Terre, mais aussi en mer et dans la haute altitude. Donc ça permet d'avoir cela. Grosse avancée qui a été faite là avec ce travail du GIEC. Ceci relève plus du travail du troisième groupe du GIEC et c'est une évaluation économique. Alors Jean-Marc est encore là, donc il va pouvoir critiquer évidemment parce que comme dans d'autres exercices, on part ici d'un présupposé que la croissance du PIB est donnée pour les années à venir de façon externe au modèle qui permet de faire les calculs de coûts d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions liées à différents scénarios. Donc on est sur une base ici de croissance entre 1,5 et 2% par an. Croissance de la consommation, c'est-à-dire grossièrement croissance du PIB mondial aussi. On est évidemment sur un calcul concernant le monde entier. Alors sans surprise, le plus coûteux, c'est d'essayer de réduire les émissions pour tenir le seul scénario qui ait quelques chances d'atteindre 1,5 degré. Celui qui réduit le taux de gaz à effet de serre à l'arrivée, c'est-à-dire en 2100, dans l'atmosphère. Les autres, évidemment, se permettent des taux plus importants, ils sont moins coûteux. Ce que dit ce graphique, après il faut aller lire plus dans les lignes et voir dans les commentaires dans le rapport lui-même, mais ce que dit ce graphique, c'est que même si on prend
le scénario qui demande le plus d'investissement, d'efforts pour réduire les émissions. Ce n'est qu'une part, non pas faible, mais relativement accessible de la croissance qui serait absorbée par ces efforts. C'est-à-dire qu'en gros, pour une croissance qui est prise a priori du PIB mondial de 1,5 à 2% par an, eh bien, ça enlèverait 0,6 points en moyenne, compris entre 0,4 et 0,14. Donc, en conséquence, on peut en déduire que selon les travaux scientifiques que le GIEC a pu réunir, c'est un effort qui est accessible à la production mondiale, avec les réserves que je vous ai indiquées au début et qui demanderaient discussion, mais en dehors du GIEC, parce que le GIEC n'a fait que rassembler les travaux qui existaient sur la table. Et deuxième appréciation coûteuse, en quelque sorte, c'est qu'est-ce que coûtent les éventuelles limites que l'on se donnerait dans les moyens techniques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est assez intéressant. Alors, vous retrouvez les différents scénarios. Celui-là correspond à RCP 2,6, c'est-à-dire celui qui laisse des chances d'atteindre 1,5 degré. Ça, c'est 4,5, pardon. Là, c'est 6 et là, c'est 8,5. On voit que le plus pénalisant, c'est si on prend du retard au début des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et là, pour les scénarios les plus bas, c'est-à-dire ceux qui permettent d'espérer des températures les plus clémentes à la fin du siècle, eh bien, on voit qu'un certain nombre ont des taux de réussite plus faibles. Enfin, alors, il faudrait que je détaille. Le nombre qui est dans le baril, c'est le nombre de scénarios étudiés par différentes équipes dans le monde qui ont été regroupés dans cette synthèse. Eh bien, il y en a beaucoup qui, malheureusement, n'arrivent pas à atteindre l'objectif. Ensuite, eh bien là, on a des restrictions techniques que l'on veut se donner, par exemple sur l'utilisation de la capture et de la séquestration du carbone pour le mettre dans le sous-sol. On voit que si on s'interdit d'utiliser cette technique, on a de forts risques de ne pas pouvoir atteindre, de ne pas pouvoir tenir un objectif à 1,5 degré. Et deuxièmement, que si on s'interdit cette technique, dans le cas où on pourrait quand même atteindre l'objectif, on a des coûts de réduction qui sont bien plus élevés. Parce qu'il faut utiliser d'autres techniques qui demandent des investissements ou qui demandent des efforts importants. Les autres sont à peu près au même niveau. Le plus coûteux pour s'en passer, c'est quand même de se passer de la bioénergie. La bioénergie, c'est ce qui est proposé notamment par l'ADEME ou par Négawatt. On plante des arbres et puis après on s'en sert pour soit se chauffer, soit pour faire de l'électricité. La bioénergie, c'est ça, rapidement dit. Donc c'est le deuxième plus coûteux si on s'en passe. Les deux autres, si on veut soit avoir un recours limité au solaire et à l'éolien, soit si on veut se passer plus ou moins du nucléaire, eh bien c'est plus coûteux. Et chaque fois, il risque d'y avoir une incapacité, selon les travaux qui ont été faits, une incapacité à rejoindre cet objectif. Voilà, à étudier dans le détail, parce qu'après, il y a beaucoup de textes là-dessus. De façon générale, l'ensemble de ces rapports, c'est des milliers et des milliers de pages. Les rapports de synthèse eux-mêmes, c'est des centaines de pages. Et il y a plein de graphiques comme ça qui demandent un regard détaillé. Donc, évidemment, je vous donne les points qui m'ont paru à moi les plus saillants. Et il faut renvoyer ensuite à une lecture plus fine pour avoir l'ensemble du paysage. On va passer au rapport 1,5. Qui est une demande, comme je vous le disais, une demande de la COP21 à l'occasion de la préparation de l'accord de Paris pour évaluer à la fois les trajectoires et les conséquences d'un réchauffement climatique supérieur à 1,5 degré.
À quoi s'est attaché le GIEC? Eh bien, essentiellement, à essayer de qualifier et de quantifier la différence qu'il pourrait y avoir et les conséquences qu'il pourrait y avoir entre un objectif à 1,5 et un objectif à 2 degrés. Et puis par ailleurs, ils ont regardé un peu les trajectoires qui permettaient d'atteindre ce 1,5 ou 2 degrés. Et là, encore une fois, vous avez un graphique extrêmement complet et détaillé qui vous montre... donc, on en est là, hein, ça c'est l'aspect historique. Donc on est là en 2017, 2020, on en est un petit peu plus loin, mais pas beaucoup. Et ce qui est derrière, c'est ce qui permettrait, selon les études des différentes équipes dans le monde, d'atteindre avec plus ou moins de probabilité cet objectif de 1,5 degré en fonction d'un certain nombre de circonstances. Toutes apparaissent comme nécessitant un démarrage rapide de la baisse des émissions de gaz carbonique. Et c'est ce qui ressort de ce que je vous ai indiqué là. 1,5 degré, ça nécessite des émissions nettes. Il faudrait que j'ai rajouté de gaz carbonique, là, à l'échelle mondiale, qui soient nulles en 2050. Et après, on a des nuances selon qu'on s'attaque plus ou moins rapidement et plus ou moins complètement aux autres gaz à effet de serre, à commencer par le méthane et les autres, le protoxyde d'azote et puis d'autres gaz plus limités dans leurs émissions, mais beaucoup plus réchauffants dans leurs effets. Et là, vous avez un détail de l'explicitation de ce schéma. Et voilà les incidences ou conséquences, en quelque sorte, pour reprendre les mots de ce matin, de l'évolution, et notamment des différences d'évolution entre 1,5 degré et 2 degrés. Alors, plus c'est foncé, violet, plus les conséquences sont importantes. Plus c'est blanc, évidemment, moins elles sont importantes. On voit que d'ores et déjà un certain nombre de domaines sont impactés à 1 degré. Et assez vite, on passe à des conséquences lourdes, voire très lourdes, pour un certain nombre, par exemple, de systèmes uniques. C'est les coraux, c'est les systèmes montagnards, par exemple. On voit que les phénomènes météorologiques extrêmes, eh bien, il y a un accroissement relativement important dès 1,5 degré, a fortiori si on augmente. Et si on regarde sur des aspects beaucoup plus précis, qui déclinent en fait cela, mais avec des noms qui vont parler un peu plus, eh bien, les coraux, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, sont déjà impactés. On risque de les voir disparaître si d'aventure on s'achemine vers 1,5 degré, ce qui sera à tous les coups le cas. Les mangroves sont impactées à 1,5 degré et fortement à 2. Ça, c'est pour les cours d'eau chaude. La pêche artisanale est fortement impactée. Les inondations côtières, on voit bien qu'il y a une différence nette entre 1,5 degré et 2 degrés. On va le retrouver dans le 4e rapport que je présenterai tout à l'heure, évidemment accru encore en ce qui concerne justement la question des océans. Si on continue, et c'est là où je vous indiquais tout à l'heure qu'il y a à nouveau, à mon avis, un point d'étape dans ce regard sur le changement climatique, c'est que sans utiliser le mot que moi j'ai utilisé peut-être à tort, mais en tout cas qui parle, eh bien, le GIEC dit que même, puisque tous ces scénarios sont des sous-scénarios d'un scénario global d'atteinte de 1,5 degré et de non-dépassement de 1,5 degré à la fin du siècle, les années en 2100. Mais il se différencie par la façon dont on y va, avec une utilisation plus ou moins grande des ressources, un accent mis sur la durabilité ou bien l'attachement à satisfaire les attentes, les besoins
sociétaux, sociaux. Et enfin, le scénario de plus forte intensité d'utilisation des ressources en énergie et en matériaux. Mais dans tous les cas, ce sont des scénarios qui visent à atteindre 1,5 degré à la fin du siècle. Eh bien, vous voyez que dans tous ces scénarios, c'est-à-dire il n'y a pas un seul scénario que le GIEC ait retenu et qui aurait été étudié par une des équipes à l'échelle mondiale, qui permettrait de se dispenser d'absorber du CO2 de façon volontaire et construite avant la fin du siècle. Alors, le plus modeste, le plus léger, c'est celui qui n'utilise que le secteur des terres, c'est-à-dire on fait en sorte d'avoir, et on va le retrouver dans le rapport suivant, des pratiques agricoles qui permettent de séquestrer du carbone dans le sol et de le maintenir un certain temps, une augmentation des surfaces boisées et forestières, c'est ça, et une modification de l'affectation des sols. Tous les autres, les trois autres, de façon plus ou moins forte, ont une partie en jaune, et la partie en jaune, c'est ce qui correspond à bioénergie, on l'évoquait tout à l'heure, la bioénergie, avec derrière capture et séquestration du carbone, c'est-à-dire en gros, on plante des arbres ou du miscanthus ou je ne sais quoi, qui fait de la biomasse, et cette biomasse, on l'utilise pour faire de la chaleur ou de l'électricité, ou les deux. Derrière, on essaye de récupérer le gaz carbonique et de le mettre dans le sous-sol. C'est-à-dire on enlève, grossièrement, on enlève du gaz carbonique de l'atmosphère. Les plantes étant, par la photosynthèse, capteurs de CO2, on met du carbone dans les plantes, on brûle les plantes et on met le gaz carbonique dans le sous-sol. Tous en dehors du premier. Donc, en gros, le GIEC dit qu'il n'y a plus de trajectoire à 1,5 degré qui n'impose pas que l'humanité, on va dire, après il faut regarder dans le détail, hein, ne prenne pas en charge le retrait de gaz carbonique de l'atmosphère pour le mettre loin, c'est-à-dire profond. C'est un seuil, hein. On a passé un seuil, on ne peut plus se passer de ça. On ne peut plus se passer de géo-ingénierie pour prendre le mot que j'ai osé utiliser. Alors, après, il faut voir, une fois qu'on a dit cela, il faut voir comment. Et de fait, le rapport sur les terres porte l'accent, entre autres, sur cette chose-là. Là aussi, il avait été décidé dans les années 2015 à peu près de faire ce rapport comme le suivant sur les océans et les parties glacées. Et il faut rappeler que sur les terres émergées, on a quand même des ressources qui sont assez utiles. Toute l'alimentation en provient par la pêche, mais la pêche, c'est très peu par rapport au reste de l'alimentation. Que les terres sont garantes aussi d'un certain nombre de services qui ont été évalués par un autre groupe scientifique qui a été créé à l'image du GIEC, l'IPPES, concernant la diversité biologique notamment. Et on a la régulation locale du climat par justement les plantes qui permettent de diffuser l'eau qui est tombée et qui est stockée dans le sol, etc. Avoir en tête aussi, ce qui est indiqué ici, c'est que la température à la surface des terres émergées augmente 2 fois plus vite, ou plutôt augmente du double de celle de la moyenne de l'ensemble de la surface de la Terre. C'est-à-dire qu'en gros, on est aujourd'hui à 1 degré d'augmentation de la température moyenne, si on prend la référence d'avant la période industrielle, mais sur Terre, c'est 2 degrés. Et alors ne parlons pas dans les villes où là, c'est d'ores et déjà 3, 4 ou 5 degrés de plus. Ce qui veut dire que si on atteint 4 ou 5 degrés, ça veut dire que sur la Terre, c'est 10 degrés de plus. Ça veut dire qu'il y a des zones qui deviennent invivables. Comme par exemple au Pakistan dès cette année, où on a 50 degrés, où l'être humain ne sait plus vivre à 50 degrés.
Dès cette année, c'était en 2019, pardon. Par ailleurs, le rappel, c'est que le secteur des terres, dans la terminologie GIEC et surtout Convention Climat, ça s'appelle la FOLU. Donc, il contribue largement aux émissions de gaz à effet de serre, ce qui était le contraire auparavant, hein, puisqu'il y avait capture et séquestration avant la période industrielle. Par ailleurs, il continue, notamment dans le secteur des forêts, à absorber une partie importante du gaz carbonique émis à partir des énergies fossiles. Et puis, il y a une exacerbation des risques climatiques qui se fait en particulier sur le secteur des terres. Tout cela, c'est du rappel, mais on le trouve évidemment dans le rapport. Alors, c'est illisible hein, depuis là où vous êtes, même pour moi qui suis prêt. Bon. Mais encore une fois, c'est pour illustrer à quel point ces schémas qui ont été élaborés par le GIEC sont fins et détaillés. En gros, lorsque vous avez du bleu foncé, c'est que c'est positif, alors colonne par colonne, pour l'atténuation, donc la réduction des émissions. Donc vous avez ici en objet des pratiques qui concernent soit l'agriculture, soit la forêt, soit des changements d'utilisation des sols. Et sur les différentes colonnes, vous avez les effets pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour le fait qu'on puisse ou pas s'adapter à un réchauffement climatique, sur éventuellement la désertification, c'est-à-dire l'accroissement de la perte de terres arables et de terres utilisables pour la production agricole ou pour toute autre activité biologique, sur la dégradation des sols, notamment par érosion, et puis sur quelque chose d'essentiel, puisque les terres, c'est évidemment la production alimentaire, et bien c'est sur la sécurité alimentaire. Et vous voyez, et ça c'est un des points importants apportés par ce rapport, qu'il y a dès à présent des pratiques qui peuvent avoir que du bleu foncé, c'est-à-dire si elles sont mises en œuvre, elles permettent d'être positifs sur tous ces facteurs qu'on souhaite traiter en parallèle de l'objectif du climat, c'est-à-dire atténuation, certes, mais aussi le fait qu'on est mieux adapté pour résister à du réchauffement, le fait qu'on ne va pas contribuer, mais au contraire à la désertification, le fait qu'avec une végétation plus implantée, on va avoir une résistance des sols à l'érosion meilleure, et que par ailleurs, avec ces pratiques-là, on va pouvoir produire aussi de l'alimentation, donc contribuer à la sécurité alimentaire. Vous voyez, et c'est là où le travail du GIEC, qui s'est, encore une fois, appuyé sur de la science déjà établie, c'est pas de la science produite par le GIEC, peut dire, vous voyez, on peut encore agir. La preuve, dès à présent, on peut agir avec des effets bénéfiques sur tout un tas de critères. Alors, vous le regarderez dans le détail. Je vous recommande ce tableau. Là, il a été traduit par Citoyens pour le climat. Il n'a pas encore de traduction officielle de la part du GIEC lui-même. Mais bon, pour le tableau, c'est vraiment une traduction au mot à mot, donc ça pose aucun problème. Si on regarde le deuxième aspect concernant les terres, c'est comment des trajectoires peuvent permettre, là encore, d'atteindre le 1,5 degré, puisque c'était vraiment la question qui était posée, peuvent s'appuyer sur des évolutions de la répartition de l'utilisation des terres. Donc dans le grand secteur des terres, on ne parle pas là des terres qui sont occupées par les infrastructures ou par l'urbanisation, mais bien des terres qui soit sont en espace naturel, soit en culture, soit en pâturage, soit en forêt ou en occupation ligneuse. Eh bien, vous voyez, alors
Là, il y a marqué 5, en fait, il faut lire 0, c'est une erreur de la traduction, encore de Citoyens pour le climat. Et c'est compté en millions de kilomètres carrés. Et on voit les évolutions des scénarios qui ont été faits par les différentes équipes en fonction de choix de type d'évolution de nos sociétés, en quelque sorte, et de l'utilisation des terres, que dans tous les scénarios qui ont été regroupés et synthétisés par le GIEC, on a, dans tous les cas, une augmentation des surfaces de forêt, une augmentation des surfaces de... ça y est, CB, j'oublie ce que ça veut... bioénergie, voilà, c'est ça. Au détriment, pas forcément de ce qui est laissé en espace naturel, en rouge, mais des cultures et des pâturages. Ce qui s'appuie, entre autres, sur une acceptation tacite dans ces scénarios qu'il convient d'avoir une évolution des régimes alimentaires. Et donc, outre le fait qu'il y a des bonnes raisons pour la santé, il y a aussi des bonnes raisons pour le climat qui sont traduites dans ces scénarios, d'avoir moins de besoins de production alimentaire et notamment animale. Parce que vous le savez, notamment dans nos pays, mais pas uniquement européens, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, une grosse partie de la production végétale est en fait destinée à l'alimentation animale. Donc, avoir une évolution, un shift, même modeste, de la part dans l'alimentation avec une réduction de la consommation animale, permet de libérer des terres pour produire un petit peu plus en alimentation parce qu'on sera plus nombreux, et permet aussi d'avoir des terres qui peuvent être utilisées pour de la bioénergie et pour de la forêt. Donc, si vous voulez, entre le schéma précédent et celui-là, le GIEC s'est appuyé sur la connaissance scientifique qu'il a pu rassembler pour dire dans quelle mesure et comment on peut, d'après les connaissances déjà rassemblées, avoir cette géo-ingénierie qui utilise les terres, notamment pour réduire les émissions et pour stocker du CO2 en particulier. Du coup, il propose des recommandations à court terme. D'abord de faire ce qui a été dit ce matin, à savoir de la communication pour former les gens. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont connues. La preuve, c'est que ça a été rassemblé et qui ne sont pas mises en pratique parce que ce n'est pas connu, notamment par les agriculteurs, les propriétaires terriens, forestiers, etc. Et puis, des mesures à court terme, celles qu'on a identifiées tout à l'heure en haut du tableau, peuvent permettre d'avoir des actions immédiates qui ne grèvent pas les choix d'actions de plus long terme. Donc là encore, c'est un message positif qui est donné dans ce rapport, on peut agir tout de suite. Et donc, on a ces exemples de stocker plus de carbone dans le sol, d'évolution des régimes alimentaires, de suppression des pertes de récolte, notamment. Alors, ceci est vrai, et c'est un rappel, encore une fois, le dernier point, c'est un rappel, on le retrouve régulièrement dans les rapports du GIEC, ceci n'est accessible que dans la mesure où il y aura une réduction des émissions de tous les autres secteurs, industrie, bâtiment, transport, etc. Le message est le suivant, c'est en aucun cas l'utilisation des terres ne peut compenser les émissions de gaz à effet de serre liées aux autres secteurs de l'activité humaine. En aucun cas. Donc, on ne peut pas imaginer, en fait, faire de la compensation globale sans modifier le reste de nos activités et notamment l'utilisation du carbone fossile. Alors,
Sauf si après on arrive à tout le restocker dessous, mais alors là, ça ferait des quantités monstrueuses. Dernier rapport, c'est celui sur les océans qui est sorti en 2018 aussi, fin 2018 ou bien septembre 2019, pardon. Océan et cryosphère, c'est évidemment la majorité de la surface de la Terre, mais ça concerne en direct beaucoup de gens. Donc il y en a qui vivent près des pôles, il y en a qui vivent en montagne, il y en a qui vivent dans des zones de très basse altitude, donc sensibles à une remontée du niveau de la mer. Et donc, ça a un effet direct, ce n'est pas uniquement des changements indirects. Et ce qui est intéressant, enfin, moi j'ai retrouvé là finalement ce qui avait déjà été dit, mais en beaucoup plus détaillé dans ce schéma-là. Dans le troisième rapport d'évaluation, les effets, les conséquences, les incidences concernant le réchauffement climatique, elles se jouent aussi dans le très long terme. Et donc, on a illustration là. C'est la remontée du niveau des mers selon les scénarios. Ça, c'est plutôt un scénario à 2,6, ça, c'est plutôt un scénario à 8. Ça se joue avec un cumul. Donc, il y a d'une part la chaleur emmagasinée dans les océans qui fait gonfler l'eau de mer. Il y a les pertes de calottes glaciaires. Là, en l'occurrence, c'est au Groenland, pôle Nord. La calotte antarctique est la plus importante et qui peut avoir une induction de remontée du niveau de la mer importante, mais qui met longtemps aussi à fondre, hein, forcément. Et puis, ça, c'est les glaciers de montagne qui fondent plus vite, mais qui sont moins volumineux en quantité de glace. Donc c'est cette confirmation en quelque sorte des conséquences à long terme que je retiens pour la partie scientifique. Et puis pour les conséquences, elles sont beaucoup plus détaillées. Elles étaient déjà exposées dans le rapport 1,5. Là, elles sont détaillées, type d'effet par type d'effet et type de lieu d'écosystème ou de lieu de vie, chacun avec le même type de gradation des conséquences selon qu'on est à 1 degré ou bien qu'on s'achemine vers des fins de siècle autour de 4 ou 5 degrés de réchauffement. Là, c'est lisible, donc vous voyez les coraux, ça c'est d'autres types de colonies qui intéressent les mers froides, etc. Vous voyez les zones, voilà, les côtes rocheuses, mais je cherche, non, ça paraît pas là. Les cités qui sont au bord de l'eau, hein, on voit, toutes les zones de grands deltas, de grandes plaines alluviales qui sont au bord de mer, elles sont sous la menace dès une remontée de 1 mètre, a fortiori, si on a des remontées qui peuvent aller... non, il n'y a pas la hauteur d'eau là. Oui, je disais tout à l'heure, ça se réchauffe moins vite dans la mer que dans... ça se voit ici, puisque là, c'est les réchauffements globaux, et là, c'est les réchauffements au niveau de la mer. Voilà, c'est ça que je cherchais, mais c'était dans la slide suivante. Donc, les effets sur les communautés humaines, eh ben, on le voit. Et là, la nuance qui est apportée dans le schéma du GIEC, c'est... avec ou sans adaptation, il n'y a pas le calcul, en revanche, des coûts selon qu'on cherche ou que l'on ne cherche pas à s'adapter. Je vous ai mis en complément qu'il y a des travaux sur lesquels s'est appuyé le GIEC, et notamment j'ai évoqué... Ah non, ça c'est un rapport de synthèse du programme des Nations Unies sur l'environnement, qui prend en compte non seulement le réchauffement climatique, mais les incidences que ça peut avoir dans d'autres secteurs, et notamment pour la biodiversité. Vous avez un rapport spécial de l'IPBES. L'IPBES, donc, c'est ce groupe qui a été mis en place à l'image du GIEC, mais pour les questions de diversité variétale et des espèces. Il s'est réuni à Paris en 2019 et puis il y a une COP importante qui va se tenir à Marseille, je crois, en fin d'année. Non, au mois de juin, excusez-moi. Autre rapport, je l'ai évoqué, le prochain rapport d'évaluation du GIEC, c'est pour l'année prochaine pour les travaux des groupes de travail, et 2022 pour le rapport de synthèse.
autres éléments, eh bien, ça a été dit en fin de matinée avec les enquêtes qui montrent que la jeunesse, en tout cas dans ces manifestations, se mobilise en faveur de la question climatique, ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas. Et puis enfin, une sensibilisation qui est apparue à travers la réunion de Davos qui réunit les grands responsables économiques chaque année. Et l'année dernière, fin 2019, le rapport des risques qui est fait annuellement auprès de ces responsables économiques a mis l'accent, enquête et sollicitation de ces responsables justement, a mis l'accent sur essentiellement les questions environnementales avec au plus haut celui concernant à la fois le réchauffement et les questions concernant l'accès à l'eau. Voilà un petit peu, et voilà quelques sites que vous pourrez consulter pour avoir plus de détails ou avoir la lecture directe de ces rapports. Et puis pour ce qui me concerne, j'ai essayé de développer les commentaires que je vous ai faits sur cet article. Voilà, et s'il y a des questions, je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre, car je ne suis pas un membre du GIEC, ni même un travailleur du GIEC. Je ne suis qu'un lecteur partiel de tout ce qui a été produit. Merci. Merci pour cette présentation. J'avais une question concernant la cryosphère. Et est-ce qu'il est possible qu'une partie de la cryosphère se retrouve à verser dans les océans avant même d'avoir fondu? J'ai évidemment en tête plutôt l'ouest antarctique. Est-ce que c'est... Oui, on verra. Oui. Vous avez raison, il y a des études qui semblent déceler des facteurs de déstabilisation de la partie ouest de la calotte antarctique. Est-ce qu'elle peut en masse rejoindre l'océan? Je pense que même cette étude ou ces études essayent d'en savoir plus et donc mettent en place des dispositifs de suivi pour essayer de comprendre, essayent de trouver les traces d'événements qui seraient similaires à cet endroit-là ou ailleurs, ce qui est probablement compliqué parce qu'il semblerait par ailleurs, et là il s'agit de travaux sur les sédiments, je crois qu'il a été montré que cette calotte avait regagné en importance, qu'elle avait été beaucoup plus importante, qu'elle avait fondu rapidement au cours de la dernière déglaciation ou avant-dernière, je ne sais plus, mais que du coup elle avait pu se restabiliser et qu'elle avait repris en surface. Donc on voit bien que même historiquement ou préhistoriquement, les choses sont pas simples. Et donc je suppose, et enfin je sais que des dispositifs de suivi sont mis en place pour essayer de diagnostiquer si ce risque est réel ou pas. Mais oui, il a été évoqué. De même, ont été évoquées l'hypothèse de vélage rapide et important de glaciers du Groenland. Oui, Marielle Roger, j'aurais une question complémentaire à vous poser. Il y a des études beaucoup plus récentes que le dernier rapport du GIEC qui sont parues en septembre 2019. Il s'agit en fait de deux études. L'une qui est de l'Institut Pierre-Simon Laplace et l'autre CNRM, c'est-à-dire CNRS plus Météo France, qui, elles, disent que de toute façon, quoi qu'on fasse, même si on arrête d'émettre du CO2 demain, on sera entre 1,6 et 2,5, donc une moyenne de 2 à peu près, en 2030. Non, pas 2030, 2040. Donc j'aurais voulu avoir votre opinion à ce sujet. Alors, merci de cette question. Honnêtement, je n'ai pas d'opinion personnelle là-dessus. C'est-à-dire que je n'ai pas les moyens de dire autre chose que ce qui est dit dans les travaux de synthèse
que j'ai essayé de survoler et donner les éléments. Dans toutes les situations, enfin, à chaque rapport d'évaluation, le GIEC prend en compte les études qui ont conclu en quelque sorte entre le précédent et celui-là pour essayer de modifier les informations synthétiques que donne le GIEC. Je ne doute pas que dans le rapport de 2021, du groupe 1 du GIEC en 2021, ces travaux-là de Pierre-Simon Laplace seront pris en compte. Est-ce que ça veut dire qu'ils modifieront, comme le laisse entendre ce scénario? Probablement pas, parce qu'il y a d'autres travaux qui sont faits ailleurs dans le monde et qui disent peut-être pas tout à fait la même chose. Personnellement, je ne suis pas capable de juger de la pertinence de ces travaux-là par rapport à ceux qui seraient produits aux États-Unis, en Inde ou en Afrique du Sud. Et je ne suis pas capable de faire la synthèse que fait les quelques centaines de chercheurs qui se réunissent à chaque rapport d'évaluation pour pondérer, prendre en compte tous les nouveaux travaux, mais les pondérer aussi les uns par rapport aux autres. Donc oui, effectivement, il y a ce travail de ce laboratoire qui est reconnu internationalement comme un des grands laboratoires de climatologie dans le monde. Mais bon, voilà. Attendons l'année prochaine. Là, pour le coup, je ne suis pas à même de vous donner une appréciation sur la qualité de ces travaux. Bonjour, Christian Dubost, Conseil général de l'environnement et du développement durable au MTES. Je voudrais revenir sur le rapport sur l'utilisation des terres. Vous avez montré à un moment, il y avait une slide avec 3 scénarios, et celui de gauche était marqué le plus durable. Et le plus durable, c'était le scénario qui faisait baisser de manière la plus importante le nombre la surface des terres cultivées. Donc ça m'a un peu interpellé en disant je ne vois pas très bien en quoi un scénario qui... alors je ne parle pas des prairies pour par rapport à nos animaux brouteurs, mais je parle vraiment des terres cultivées. Et avec quand même un scénario où la partie de bioénergie était quand même très très importante. Donc j'arrive Celui pas de à gauche, comprendre. Oui, il n'y avait pas de bioénergie. Si. Alors attendez, on ne parle pas de la même chose. Hop, j'y reviens. J'essaye d'y revenir. Oui, il faut revenir beaucoup en arrière et ça ne va pas aussi vite que ce que je voudrais. Ça ira plus vite. Pour ça, il faut que je sorte, c'est ça? Ah oui. Ah, c'est celui-là. Pardon. Voilà, donc le schéma de gauche, on voit la courbe jaune C pour culture vraiment s'effondrer. Et la courbe violette, culture bioénergétique, être quand même à un haut niveau, moins haut que dans les autres. Mais donc de dire que c'est priorité à la durabilité, voilà, moi ça m'a vraiment interpellé sur comment un scénario où on voit quand même s'effondrer assez fortement les surfaces pour la culture, et puis donc on dit durabilité à la gestion des terres avec intensification agricole. Voilà, donc je suis un peu perturbé. L'intensification agricole est commune, c'est-à-dire qu'en gros, on parle probablement pas, il s'agit de schémas mondiaux, donc on parle probablement pas des terres d'Europe de l'Ouest, mais essentiellement des terres qui sont cultivées avec des rendements modestes, notamment en Amérique latine, y compris en Amérique du Nord, en Afrique. Et donc le scénario ce scénario-là, comme les autres d'ailleurs, prévoit une intensification de la production agricole, donc une capacité à nourrir la population, puisque c'est quand même le premier objectif, sur des terres plus limitées, parce qu'on va utiliser de façon intensive l'eau, les intrants, etc. Je pense que c'est là-dessus qu'il qualifie l'aspect de durabilité, c'est-à-dire avec des modes d'exploitation
qui permettent d'avoir une visibilité longue en quelque sorte, et surtout une gestion de l'ensemble des terres permettant divers choix. Mais ça ne veut pas dire probablement une autre acception qui pourrait dire on passe tout en bio, etc. Ça ne veut certainement pas dire ça. Je ne sais pas si ça répond à la question, pardon. Oui. Oui, ça reste quand même perturbant. Moi, j'ai une question à te poser. Donc, Jean-Noël du Shift Project. Ma question est la suivante, et après j'ai une petite proposition en plus. Tu as volontairement employé le terme de géo-ingénierie. Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence que tu fais entre le CCS, donc Carbon Capture and Storage, le BE-CCS et la géo-ingénierie au sens où on aurait pu l'entendre par le passé, c'est-à-dire, je vais te laisser l'expliquer. Non. Par géo-ingénierie, je crois que ce qui est globalement, qui est entendu de façon large, c'est une gestion à l'échelle planétaire de l'ensemble des facteurs qui contribuent à augmenter ou à diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou l'effet de l'ensoleillement. Et donc, on a plusieurs types de réponses possibles. Ceux dont on a peut-être le plus entendu parler, mais ce ne sont pas les seuls. C'est par exemple l'utilisation de fer qui serait mis dans les océans pour favoriser la photosynthèse du phytoplancton qui a une limitation en accès au fer. Ce phytoplancton mourant de sa belle mort au bout d'un moment tombe au fond des océans, alimente la sédimentation et donc le carbone qu'il comporte se sédimente en partie. Voilà. Ça, c'est un mode de géo-ingénierie. Un autre mode est de répandre des aérosols dans la stratosphère pour avoir une albédo supérieure, un renvoi d'une partie supérieure de l'énergie solaire vers l'espace, directement avant que ça ne pénètre dans l'atmosphère. Et donc, on diminue l'ensoleillement, on diminue le réchauffement. Géo-ingénierie spatiale imagine envoyer des colonies de satellites qui, là aussi, déploieraient des parasols dans l'espace pour réduire le rayonnement solaire arrivant sur la Terre et donc diminuer le réchauffement aussi. Mais il y a aussi de la géo-ingénierie qui utilise les moyens qu'on a sur Terre et qui sont notamment une gestion du secteur des terres. Quand vous voyez là les surfaces qui sont en jeu d'évolution d'affectation des terres, c'est des millions de kilomètres carrés. Si on cumule les deux, c'est plus de 10 millions de kilomètres carrés. C'est des trucs absolument colossaux. Si on affecte 10 millions de kilomètres carrés à la forêt supplémentaire, et si on met 1000 arbres à l'hectare, donc 100 000 arbres au kilomètre carré, vous voyez ce que ça fait. Ça fait beaucoup, quoi. Je ne vais pas me tromper. Non, mais c'est des milliers de milliards d'arbres. Voilà, ça fait beaucoup. Et derrière, si on organise la société pour faire de la collecte systématique, que ce soit des eucalyptus ou de je ne sais pas quoi d'autre, de miscanthus, etc., pour collecter cette biomasse, la sécher et en faire de l'énergie avant de récupérer le CO2, on voit bien que c'est une planification à l'échelle de la planète. C'est pas mon coin de jardin, quoi. En gros, c'est ce que dit le GIEC. Et plus exactement, c'est pas ce que dit le GIEC, c'est ce que repère le GIEC dans les études qui ont été faites, des scénarios par les différentes équipes scientifiques de par le monde, dans la mesure où on se fixe d'atteindre l'objectif de 1,5 degré. On peut parler de géo-ingénierie, je crois. D'accord, merci beaucoup pour la clarification.
Oui, une petite remarque. Je voulais revenir sur la question qui a été posée sur l'augmentation de température à l'échelle 2040. En fait, je crois que l'étude est sérieuse et qu'il faut la prendre au sérieux. Il n'y a pas de réponse directe. Il y a un temps de latence entre les émissions de CO2 et la réponse en termes de température. C'est ce qui fait que la température, dans 20 ans, elle est déjà jouée. Si vous regardez les projections des scénaristes, les courbes ne se différencient pas avant 2050. Ce sont les mêmes. Les courbes d'augmentation de température, ce sont les mêmes à l'échelle 2050. Voilà, ça. Celle-là, non, celle qui est plus récente, là, dans le dernier rapport. Enfin, bon, peu importe. Mais on ne voit pas la différence, c'est epsilonesque. Il y a eu, en 2008, il y a eu une crise. Donc, on voit dans les émissions de CO2 une petite diminution. Probablement que le coronavirus fera la même chose, une petite diminution dans les émissions de CO2. Quand vous regardez l'évolution de la température, rien. On ne voit rien. Et si on regarde donc le seul scénario qui tient les 2 degrés, c'est à l'échelle de 2100. Et il suppose que dès maintenant, si vous regardez le scénario tel qu'il est, que dès maintenant, on diminue les émissions de CO2. C'est-à-dire, il suppose une discontinuité. C'est un exercice de style, mais une discontinuité dans les émissions de CO2, évidemment, ça ne se passera pas. Donc, si vous regardez les autres scénarios, quand ils sont optimistes, ils disent, bon, ça va continuer d'augmenter, mais imaginons qu'on fasse un pic des émissions vers 2030. Alors après, vous avez des choses qui se différencient à l'échelle 2100. Mais voilà, donc l'ensemble des autres scénarios, en fait, ils sont compatibles avec le fait qu'à l'échelle 2040, on dépasse les 2 degrés. Ouais, évidemment. Tout à fait. Enfin, c'est clair que la température moyenne à 2050, ça y est, elle est jouée, pratiquement, à quelques dixièmes près. S'il vous ce plaît, que dit... une question. Quid du Gulf Stream? J'y reviens. Ce que dit le GIEC, c'est que entre je ne crois pas que ça va se passer, qui est le propos de Jacques, et si on voulait, on a des moyens pour le faire. C'est la différence entre le pessimisme de l'analyse et l'optimisme de la volonté. Concernant le Gulf Stream, concernant le Gulf Stream, je suis moi-même étonné de voir que c'est un sujet qui avait été pas mal évoqué à une époque et qui l'est moins aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est pas évoqué dans le dernier rapport que bon, mais il y a une partie qui est évoquée, mais ça apparaît pas comme une menace aussi imminente et importante que ce qui avait été étudié à une époque. Donc je pense que les travaux ont montré que probablement il y avait une résistance plus longue que ce qu'on imaginait dans la pérennité de ces grands mouvements d'eau sur la durée. Mais en revanche, ce qui est clairement établi, c'est ce réchauffement. Alors, je ne vous ai pas décrit le commentaire, mais le réchauffement de la couche supérieure de l'océan, c'est le cumul depuis l'activité humaine qui émet des gaz à effet de serre. Alors là, ce n'est pas 70 fois la totalité de la consommation d'énergie humaine chaque année, c'est 1500 fois déjà ce qui a été mis, parce que il se trouve que l'océan absorbe 90% de la chaleur qui s'accumule dans l'atmosphère. L'atmosphère serait beaucoup plus chaude si l'océan n'était pas là pour le refroidir. Mais du coup, l'eau se réchauffe. C'est pour ça qu'elle gonfle. Et c'est pour ça qu'une partie de l'élévation du niveau de la mer s'explique. Et ce réchauffement, c'est 1500 fois la totalité des énergies des 13 milliards de tonnes d'équivalent pétrole que l'humanité utilise en 2017 pour arriver à ce total. Ça se monte à peu près 900, 10 puissance 21 joules, quoi. Voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle, au-delà de hexa. Pardon ? Jacques, tu sais pas, tu peux pas m'aider ? Il y a hexajoule et après hexajoule, ça s'appelle comment ? Non, péta, c'est 5.
c'est 15, 10 puissance 15. Donc là, c'est 10 puissance 21. 900 10 puissance 21 joules. André-Jean, je voulais te proposer de revenir sur la slide d'avant qui montrait les trois ensembles de scénarios. D'avant. Encore avant. C'était après. C'est peut-être après, du coup. Oui, c'est après parce que là, il n'y a plus de... Je voulais te proposer ça parce qu'on a la chance d'avoir dans la salle quelqu'un qui s'appelle Félix, l'allemand, et qui, aux derniers ateliers du Shift, si je me rappelle bien, en septembre 24 septembre, ok. Le 24 septembre, mettons, avait présenté ici même avec... c'était pas celui-là, mais peu importe. C'était celui avec l'occupation l'usage des sols. Ah oui, d'accord. Avait présenté avec son compère des Greniers d'Abondance, donc qui est l'association qu'ils ont fondée tous les deux après s'être rencontrés au Shifter, je crois. Donc c'est une association qui travaille sur la résilience alimentaire. Ils avaient fait une présentation sur le sujet justement à l'époque, donc il y a quelques mois, et ils ont publié tout début février leur première publication officielle de l'association Les Greniers d'Abondance, qui s'appelle le guide pour une résilience alimentaire, si je ne me trompe pas. Et je voulais simplement te donner l'opportunité de le présenter brièvement en rapport avec ces ensembles de scénarios ici. Donc, challenge. Merci beaucoup Jean-Noël pour cette opportunité. Ça fait effectivement un peu le lien avec ce qu'André-Jean racontait sur l'utilisation des terres et tout ça. Donc nous, dans ce rapport-là, qui s'adresse en priorité aux collectivités locales, donc aux élus et aux personnes en charge de l'élaboration de politiques alimentaires dans les collectivités, mais en fait à toutes les personnes qui s'intéressent aussi aux questions agricoles et alimentaires. Donc dans ce rapport, on a essayé de balayer un petit peu les différentes menaces qui aujourd'hui pèsent sur notre système alimentaire, depuis le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la dégradation des sols, l'épuisement des ressources énergétiques et minières et l'instabilité politique, économique aujourd'hui qui caractérise le système, et de voir un petit peu face à cela, quelles étaient les réponses possibles de la part justement donc, des politiques publiques locales, et en balayant l'ensemble du système alimentaire, depuis l'installation des agriculteurs, la gestion foncière, la production en elle-même, la transformation, distribution, les habitudes de consommation, etc., et même la gestion des déchets, le recyclage des nutriments, voir un peu pour chacun de ces maillons-là, quelles pouvaient être les politiques mises en place à l'échelle des collectivités territoriales, et notamment l'idée c'est que les équipes municipales qui vont bientôt être remplacées, là, qu'elles puissent mettre en place à leur échelle des politiques alimentaires résilientes pour leur mandat, quoi. Donc c'est d'arriver avec un peu de bagages, d'outils pour leur donner quelques leviers d'action. Voilà un peu ce qu'on a fait. Et donc là maintenant on est dans une phase, une fois que ce rapport est publié, d'accompagner les collectivités qui en font la demande, de sensibiliser un peu les acteurs du système alimentaire sur ces sujets-là, sur la résilience de manière générale. Et donc tout ça est librement disponible et téléchargeable sur notre site internet, c'est résiliencealimentaire.org. Et voilà, n'hésitez pas donc à le diffuser, à regarder un peu ces questions. Et pour rebondir juste sur la remarque que vous faisiez, je pense sur ces graphiques-là, je pense que le graphique de gauche, en fait, il faudrait savoir quelle est la consommation énergétique qui est retenue dans ces scénarios-là. S'ils sont dans un business as usual, effectivement, on a besoin de tonnes et de tonnes d'hectares kilomètres carrés pour la satisfaire. Et après, la diminution des cultures et des prix, là, ça pose fondamentalement la question du régime alimentaire et de quelle part de nos céréales, typiquement, on va allouer à l'alimentation animale. Et je pense que c'est ce genre de truc qui leur permet de faire baisser cette courbe-là, tout en gardant une situation pas trop catastrophique sur la sécurité alimentaire, quoi. Je pense que c'est ça, mais il faut regarder dans le détail. Oui, pour prolonger, lorsque Félix et puis l'équipe du Shift avaient travaillé sur les fiches concernant décarboner l'Europe. Pour rappel, 60 ou 70% des surfaces agricoles en Europe sont utilisées pour l'alimentation animale. Donc la réduction des besoins de consommation animale a un effet important sur la surface à cultiver. Est-ce qu'il y a encore quelques autres questions après celle-là ? Ici ?
ici, ok. Oui, bonjour Vincent Balouet. À aucun moment, c'est pas un reproche, hein, c'est une question. À aucun moment depuis ce matin, finalement, on a parlé de réduction de la démographie des populations mondiales, donc y compris dans le topo sur les retraites d'ailleurs. Ma question est, j'ai pas envie de zigouiller les gens, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Puis le coronavirus est là. Ma question est la suivante, c'est est-ce que le GIEC travaille sur des hypothèses de réduction carbone, changement de la destination des terres, etc., mais aussi sur des scénarios à plus long terme de réduction de la population mondiale, et si oui, comment? Vincent Balouet, je dirige une petite boîte qui s'appelle maîtrisedescrises.com. Voilà. À ma connaissance, le GIEC n'a pas de travail autonome et part des hypothèses de l'ONU en matière de démographie, qui sont établies par un organe de l'ONU et qui... alors, moi, j'ai pas vu dans aucun de ces rapports des variations selon les profils démographiques. Hein, ça, c'est un deuxième aspect aussi. Donc, à ma connaissance, le GIEC ne travaille pas sur la dimension démographique et l'évolution démographique. Voilà. Autrement dit, c'est une hypothèse qui est exogène aux travaux du GIEC, tout comme est exogène l'hypothèse de la croissance. C'est-à-dire qu'à la fois la croissance du PIB en volume et la croissance de la population en volume, et donc aussi celle du PIB par habitant, ce ne sont pas des choses que, entre guillemets, le GIEC, mais donc concrètement les scénarios que prend en compte sur la base desquels travaille le GIEC, ces scénarios-là prennent ces hypothèses pour exogènes. Alors, donc elles ne sont pas déterminées par d'autres variables intrinsèques au modèle qui sont utilisées. Par exemple, les effets du changement climatique ne sont pas visibles sur la population en volume ou sur le PIB en volume. Oui, commentaire en ajout personnel. La démographie, c'est également un domaine dans lequel les évolutions sont très lentes. Loin de moi penser que la démographie n'a pas d'effet sur la consommation. C'est évident qu'elle en a. Mais en revanche, je crois qu'il est établi que la démographie a une résilience dans les évolutions de court-moyen terme qui n'a jamais été contredite pour l'instant. Et donc, comme on travaille essentiellement à l'échelle du siècle, même s'il y a des projections d'évolution plus lointaines, on s'aperçoit que on a, avec les données qui sont validées par les démographes et qui sont rassemblées dans les travaux de l'ONU, on a quelque chose qui permet de travailler comme une donnée externe, en quelque sorte, et qui ne variera pas beaucoup, quelles que soient les évolutions climatiques. Il n'y a pas de... Enfin, ou alors c'est la catastrophe, mais c'est autre chose. Il n'y a pas de scénario d'effondrement dans les travaux du GIEC. Moi, j'en ai pas vu, hein, par exemple. Voilà. Bonjour. Je voudrais juste revenir sur les histoires de géo-ingénierie. Vous avez dit que la CCS, c'était une technologie incontournable dans la plupart des scénarios pour rester en dessous de 2 degrés. Où est-ce qu'on en est concrètement sur cette technologie? Est-ce qu'il y a déjà des centrales dans le monde qui l'utilisent? Et où est-ce qu'on en est en France sur les projections ou la politique de mise en œuvre de cette technologie? Je pense que la personne qui serait le mieux à même de répondre est dans la salle, et donc voilà, on lui passe le micro. Oui, bonjour, Dominique Copin, je suis retraité récent de Total et je travaillais sur ce domaine du captage et stockage de CO2. Donc où on en est aujourd'hui, il y a à peu près un peu moins de 20 projets d'environ 1 million de tonnes par an ou plus qui sont en opération. Donc 1 million de tonnes par an, c'est la taille d'un projet industriel mature. Enfin, une centrale électrique, ça produit peut-être 4 à 5 millions de tonnes par an au maximum. Donc on est dans la bonne gamme. Donc du point de vue technique, je dirais qu'il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on sait faire. Notamment du côté du captage, qui est la partie la plus compliquée, en ce sens qu'elle est plus chère, plus énergivore. En tout cas, avec les technologies actuelles, on sait bien faire. Le stockage, c'est des choses qu'on maîtrise, que les pétroliers notamment
maîtrise très bien, hein, c'est-à-dire qu'on injecte le CO2 dans les couches géologiques d'où on produisait, enfin en tout cas le même type de couche géologique que celle d'où on produisait le pétrole et le gaz naturel. Donc aucun problème technologique. On a un problème de coût, c'est-à-dire que le coût du captage, stockage de CO2, c'est de l'ordre de 50. Enfin, c'est très variable hein, suivant le type d'émission qu'on a, mais c'est en gros entre 50 et 150 euros par tonne. Alors, il y a des cas où c'est un peu moins, et des cas où ça sera un peu plus. Et donc c'est un coût qui aujourd'hui est difficile à faire accepter, notamment par les États, parce que finalement, on parle de quantités tellement importantes que c'est au-delà de la puissance financière, notamment des compagnies pétrolières qui sont assez riches, mais c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'elles peuvent assurer. Donc, qui va supporter ce coût? Donc, je pense que ça, c'est une grande question. Mon point de vue, c'est aussi que ce coût paraît élevé, mais finalement est peu élevé par rapport à ce qu'il apporterait à l'ensemble du système. Donc, ça, c'est une question qui mériterait sûrement quelques heures de débat. Voilà, et donc ça fait effectivement une dizaine d'années que le sujet, il faut le dire, n'a pas beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'année après année, on ajoute un projet, alors que la réalité, c'est qu'en 2050, il nous en faudrait plusieurs milliers. Donc là, il y a effectivement un très grand retard sur le développement de cette filière. Mais sans le développement de cette filière, on aura effectivement beaucoup de mal à rester à l'intérieur des 1,5 ou 2 degrés, notamment pour tout ce qui concerne les industries fortement émettrices, comme la sidérurgie, la cimenterie, la production d'engrais, ou même la production d'hydrogène pour une bonne partie, si on met de côté l'électrolyse bas carbone, qui constituera une partie de la production d'hydrogène. Si ce n'est pas l'électrolyse bas carbone, on va émettre beaucoup de CO2 pour produire l'hydrogène. Et donc le CO2 de ces filières-là, pour une grande partie, il n'est pas dû à l'énergie, il est dû au process lui-même. Et donc là, on n'a pas d'alternative du style énergie renouvelable, efficacité énergétique au CCS pour le traiter. Pour compléter ce qui vient d'être dit, la plupart des... enfin, il y a beaucoup... Bon, non, on passe à une question plutôt. Oui, vous avez dit qu'en 2050, il faudrait 1000 projets, c'est ça? 1000 projets qui feraient chacun 1 million de tonnes, c'est ça? Oui, les scénarios de l'AIE, enfin l'AIE dit, si on veut rester à l'intérieur des 2 degrés, il faut faire un certain nombre de choses en matière d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, de nucléaire, etc., etc. Et ils disent, eh bien, il faudrait capter et stocker entre 5 et 10 milliards de tonnes par an. Donc, ce qui veut dire 5 à 10 000 projets unitaires. Donc, effectivement, c'est par an, pardon. Donc, c'est effectivement énorme. Enfin, non, il faudra avoir développé 5 à 10 000 projets à l'horizon 2050. En tout, oui, en tout. De 1 million chacun. Ah oui, aujourd'hui, les 20 projets dont je parle, c'est une vingtaine de projets au niveau du monde, l'essentiel étant aux États-Unis. Il y en a 3 en Europe. Voilà. Ouais. Oui, pour compléter ce qui a été dit, beaucoup d'économistes de par le monde, et les chiffres sont aussi évoqués dans les rapports du GIEC, considèrent que un certain nombre de mesures demandent d'avoir un prix du CO2 et un prix monnayable, un prix qui, quelque part, peut s'échanger, c'est-à-dire tu me prends mon CO2 et je te donne une somme convenue, devrait être à minima de l'ordre de 30 € par tonne de CO2. On voit qu'à 30 €, les pétroliers ne commencent pas, puisque ça a été dit entre 50 et 150 €. Mais d'autres repères sont importants dans ce domaine-là. Le travail qui a été fait à France Stratégie sur
coût de l'action en faveur du climat, donc le coût du carbone en quelque sorte, le coût tutélaire du carbone, du CO2. C'est évalué dans l'étude Alain Quinet 2017, je crois, à 250 € en 2030 et 600 à 700 € en 2050. Donc, là, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, et on voit qu'à l'inverse, au moins pour la France et par rapport à l'objectif d'être en neutralité carbone à 2050, c'est des ordres de grandeur qui peuvent être atteints. Reste encore à trouver tous les dispositifs qui rendraient monnayables en quelque sorte des échanges de CO2 à ces prix-là. On pourrait imaginer qu'à ce moment-là aussi, ça intéresse les agriculteurs, les forestiers et d'autres acteurs. Oui, une question pour M. Copin à propos du stockage. Vous parlez d'un coût qui est entre 50 et 150. Et pour comprendre la dynamique de financement qu'il faudra avoir, quelle est la part de CAPEX entre guillemets, versus l'OPEX là-dedans, pour voir un peu quel est le mur du financement initial pour que ça commence? Réponse moitié-moitié. Oui, pour continuer sur la capture et le stockage du carbone, vous avez dit qu'il n'y a aucun problème technique. Moi, j'ai quand même des questions sur les fuites potentielles. Le gaz carbonique, je ne sais pas, vous le liquéfiez, j'imagine, parce que le gaz, c'est quand même difficile à stocker, même sous terre. Donc j'imagine qu'il est liquide. Dans tous les cas, s'il est liquide, il faut le maintenir à basse température. Enfin, vous allez me dire. Ou alors, gazeux, quel bouchon vous utilisez pour garantir que vos 10 000 installations, 5 à 10 000 installations ne fuient pas? Au bout de combien de temps il y a un risque de fuite, etc. Et moi, je vois quand même un gros risque qui est, imaginez que vous avez vos milliers d'installations avec du gaz carbonique stocké dedans. Le jour où il y a une fuite, est-ce que l'entreprise qui gère ce stockage va dire j'ai une fuite, en fait j'ai lâché 5 millions de tonnes ou je sais pas combien de CO2. Non, ça se voit pas, le CO2, il va pas le dire. Donc c'est pas de voir le mal partout, mais je pense pas qu'une entreprise dirait d'elle-même tiens, j'ai un problème et j'ai fait fuiter 5 millions de tonnes de carbone. Alors, sur les risques de fuite, alors, je suis pas forcément, je ne pense pas que je vais arriver à vous convaincre, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on injecte le CO2 à des profondeurs qui sont de l'ordre, qui sont supérieures à 1000 mètres. Alors pourquoi 1000 mètres? C'est parce qu'à partir de 1000 mètres, on a une pression qui fait que le CO2 est extrêmement dense, quasiment la densité de l'eau, ou à peu près à 0,7, 0,8. Donc il va, pour un volume poreux donné, parce qu'en fait on injecte dans un volume poreux, pour un volume poreux donné, on va injecter un maximum de CO2, parce que justement, en trouvant cette densité extrêmement élevée. Donc le CO2 qu'on va injecter dans le gisement, au début, il va avoir cette densité, il va constituer une phase à lui tout seul, de forte densité, comparable à celle d'un liquide. Et puis ensuite, il va être en présence d'eau, et petit à petit, il va se dissoudre dans l'eau. Et ça va prendre plusieurs dizaines d'années pour ce processus. Et ensuite, il va y avoir un phénomène de minéralisation qui va contribuer à pluguer, à boucher tous les pores. Et donc, à ce moment-là, on aura une situation stable sur le CO2. Le risque qu'on court, ou le facteur limitant, en fait, sur l'injection de CO2, c'est qu'en injectant de la matière dans un volume donné, on va augmenter la pression. Et ce qu'il faut, c'est qu'on évite de casser la couverture du réservoir, parce qu'effectivement, on va choisir des réservoirs qui sont, qu'on connaît bien, c'est de la géologie pétrolière, qui sont surmontés d'une couverture étanche,
Et donc il faut, quand on injecte le CO2, qu'on évite de fracturer cette couverture étanche. Donc on aura fait des études géomécaniques précises qui vont nous permettre de dire, voilà, il ne faudra pas injecter au-delà de telle pression. Donc on aura évité la fracturation de la couverture au moment de l'injection. Et en fait, le risque majeur, c'est précisément à ce moment-là, au moment de l'injection. Au moment où on va s'arrêter d'injecter, tous les fluides vont se répartir, enfin en tout cas le CO2 va se répartir avec l'eau, et les risques diminuent. Alors le risque qu'on court, en fait, il y a effectivement le risque sur une foultitude d'installations comme ça, qui n'est pas du tout de fuite est élevé. Il y aura probablement quelques accidents. On aura une fuite de CO2, probablement, un scénario, c'est que c'est probablement au niveau du puits injecteur, donc relativement bien localisé. On fait quand même pas mal d'efforts pour avoir une certaine vision sur les injections, les émanations de CO2 qui pourraient avoir lieu, mais le risque, il est plutôt sur s'il y a un risque, il est plutôt sur des couches qui sont au-dessus et qui sont elles-mêmes très, très profondes. Donc le risque que ça aille dans l'atmosphère est quand même faible. Alors maintenant, sur la responsabilité vis-à-vis des fuites. La Commission européenne a traité cette question-là. Il y a une directive qui est sortie en 2009 et qui dit, en fait... parce qu'effectivement, le CO2, on veut l'injecter pour toujours. On ne veut pas l'injecter pour quelques années. Et les compagnies pétrolières, puisque là, ça sera des compagnies pétrolières ou des compagnies ad hoc, on ne sait pas très bien quel business développement, quel type de business on aura. Mais ce qui est sûr, c'est que ces compagnies ont une durée de vie limitée. Il y a un moment où elles disparaîtront toutes. Et donc la seule autorité qui a une pérennité, ce sont les États. Et donc, ce qu'a prévu la Commission européenne, et ça a été fait, ou les institutions européennes, et ça a été fait dans de nombreuses autres régions, c'est qu'au bout d'un certain temps, alors en l'occurrence, le cas de base en Europe, c'est 20 ans, eh bien, la compagnie qui a injecté le CO2 présente un dossier auprès des autorités, un dossier motivé scientifiquement et techniquement, et convainc les autorités de prendre la responsabilité du stockage du CO2 une fois ces 20 années passées. Donc une compagnie va dire, voilà, on avait prévu que le gisement se comporte de telle et telle manière, on a fait tel type de monitoring, c'est-à-dire de mesures, de pression, température, éventuellement fuite, on a eu tel résultat, et donc on demande aux autorités d'accepter de reprendre la responsabilité. En échange de quoi, d'ailleurs, on va donner, il est prévu qu'on donne une soulte à l'autorité en disant, voilà, effectivement, cette responsabilité, ça va vous coûter quelque chose. Eh bien, nous, stockeurs de CO2, on vous finance ceci. Et donc, ça aura été discuté. Alors, le cas ne s'est pas encore présenté, mais ça aura été discuté avec les autorités européennes. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en Europe et ailleurs dans le monde, le cas de la responsabilité de la fuite de CO2 a été traité en disant, dans la plupart des cas, sur les 20 prochaines années, la responsabilité est du ressort de l'opérateur, et après, en gros, 20 années, la responsabilité est passée à l'État. Merci Dominique pour ces éclairages. Je pense qu'on pourrait continuer très 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 longtemps sur ce sujet-là. Je propose cependant de s'arrêter et de repasser la parole à André Jean pour une petite conclusion. Il est temps de mettre fin à cette journée et de libérer tout le monde. Juste avant, il y aura une petite conclusion que je me permettrai de faire. Mais André Jean, je te passe la parole pour une conclusion de ta présentation. Écoutez, je vais sous forme d'une photo quand même. Hop. Ça, c'est la page de garde qui a déjà été sélectionnée par le GIEC pour indiquer le prochain rapport d'évaluation qui sortira, donc les premiers rapports l'année prochaine et le rapport de synthèse en 2022. Je pense que
ce qui est sur la photo annonce probablement un des éléments du propos, c'est-à-dire qu'on aura certainement, en 2022, encore passé des seuils et dépassé la capacité qu'on avait encore en 2014, au moment du dernier rapport, d'agir. Donc on aura probablement le constat qu'on a moins de moyens d'action. Et ça correspond aussi peut-être à la prise en compte, même certainement, de travaux qui se sont faits depuis. Et on évoquait tout à l'heure ce qui a été fait par le laboratoire du CEA qui était évoqué et qui laissait entendre des évolutions de température encore plus rapides que ce qu'on craignait. Mais je n'anticipe pas les travaux du GIEC, je le laisse continuer à travailler et à produire ses rapports l'année prochaine. Merci à tous.